Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du temps, une des 18 notions incontournables pour le bac de philo. C'est parti! Alors, on va commencer par définir ce qu'est le temps. Et quoi de mieux pour cela que de donner la parole à saint Augustin? Je vous le cite. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare hardiment. Je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé, que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir, que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. Saint Augustin, les Confessions. Dans cet extrait, saint Augustin met l'accent sur le fait qu'il est très difficile de définir le temps, même si tout le monde sait ce que c'est. C'est ce qu'on appelle une aporie, c'est-à-dire qu'on a une impasse et on ne sait pas comment en sortir. Nous allons dans un premier temps parler des différentes temporalités existantes. Nous allons recommencer par citer saint Augustin. Comment donc ces deux temps, le passé et l'avenir, sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Quant au présent, s'il est toujours présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, mais de l'éternité. Donc, si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous déclarer qu'il est aussi, lui qui ne peut être qu'en cessant d'être? Si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c'est qu'il tend à n'être plus. Écrit saint Augustin dans ses Confessions. Que retenir de cet extrait? Eh bien, il existe différentes temporalités. Il en existe trois. Nous avons le passé, le présent et le futur. Le passé n'existe plus. Il n'est qu'un souvenir. Le présent, c'est la temporalité la plus ambivalente, puisque c'est le seul temps qui existe réellement, mais il devient immédiatement du passé à la seconde où l'instant passe. En effet, au moment où vous lisez cette ligne, au moment où vous entendez ma voix, eh bien, cela appartient au présent. Mais maintenant que vous l'avez presque terminé, maintenant que ma voix lisant cette ligne s'est éteinte, eh bien, le moment où vous avez lu le début de cette phrase, où j'ai prononcé le début de cette phrase, appartient au passé. Quant au futur, eh bien, il n'existera jamais. Ce n'est qu'une projection. On n'a aucune certitude d'y parvenir, et si on y parvient, à la seconde même où le futur a lieu, eh bien, ce n'est plus du futur, c'est du présent. Donc, nous ne vivons jamais dans le futur. Saint Augustin va aussi souligner le fait que le présent n'est qu'un très bref instant de transition entre le futur et le passé. Il faut donc trouver d'autres manières de mesurer le temps, et c'est pour cela qu'on va maintenant parler du temps objectif et du temps subjectif. Saint Augustin va souligner les différentes temporalités existantes. Il y a une opposition entre le temps objectif, le temps tel qu'il existe objectivement, c'est-à-dire les heures, les minutes, les années, les saisons, etc. En bref, le temps des horloges. Et ce temps objectif qui s'écoule toujours de la même manière va venir s'opposer au temps subjectif, c'est-à-dire le temps tel qu'on le perçoit. Par exemple, en cours de maths, quand on regarde sa montre et qu'il est 13h54, eh bien si on veut la regarder 5 minutes plus tard, il est 13h55. Le temps passe lentement parce qu'on s'ennuie. On a l'impression que 5 minutes sont passées tant le temps est long, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une minute qui ne s'est passée. Alors que si, d'un autre côté, on est à une soirée avec des amis, si on regarde sa montre à minuit et qu'on la regarde 5 minutes plus tard, eh bien il sera 2 heures du matin, parce qu'on s'amuse, donc on ne voit pas le temps passer. Dans cet exemple, ce qu'il faut retenir, eh bien c'est le fait que le temps n'est pas perçu de la même manière selon le contexte, selon la situation. Bergson va venir développer un petit peu ses perspectives. Et il va surtout s'intéresser au temps subjectif, c'est-à-dire au temps tel qu'il est perçu par l'individu et non au temps des horloges qui se déroulent objectivement. Ce temps subjectif, Bergson va le nommer durée. L'homme ne vit pas le temps objectif, le temps des horloges, parce qu'il le perçoit de manière personnelle, de manière subjective. Il ne vit que le temps tel que celui-ci est envisagé par la conscience de l'individu.
Et cette durée, ce que Bergson donc appelle durée, est détachée de la science, puisque le temps nommé durée est différente pour chacun de nous selon les circonstances. Celui qui s'ennuie a l'impression que le temps est long, alors que celui qui s'amuse trouve que le temps passe très rapidement. Je te renvoie à mon exemple précédent. On va maintenant s'intéresser à une autre question. Une question qui concerne le malheur de l'homme relié au temps. Nous allons donc mélanger deux notions, le bonheur et le temps. On va tout d'abord s'intéresser à la figure de Descartes. Pour Descartes, l'avenir est une promesse de bonheur et d'optimisme pour l'homme. L'esprit de l'homme est entièrement tourné vers l'avenir. Mais il y a un problème, puisque le temps présent est le seul temps qui compte, alors que l'homme ne fait que penser au temps futur. Et c'est quelque chose que l'on va tout de suite développer avec Pascal, et je te propose de te lire un extrait de son œuvre Pensée. Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt, si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient, et si vains que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue, parce qu'il nous afflige, et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière, pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Voilà un extrait des Pensées de Pascal. D'ailleurs, si tu es intéressé par l'explication de ce texte, eh bien tu trouveras la correction précise et détaillée sur mon site, le lien est dans la bio. Mais en attendant, que retenir de cet extrait? Eh bien, pour Pascal, l'homme est vain, puisqu'il vit dans l'avenir ou dans le passé, c'est-à-dire qu'il vit dans deux temporalités qui ne sont pas les siennes. L'homme fantasme sa vie et se projette dans des temporalités inexistantes, les souvenirs donc le passé, ou l'imagination donc le futur. Cela le rend malheureux parce que le seul temps où l'homme vit, eh bien c'est le présent. Il y a là un paradoxe. Nous ne réfléchissons ni ne vivons dans le présent, or c'est le seul temps qui existe. Le présent est blessant et c'est pourquoi on le fuit. Mais nous n'avons aucune assurance d'arriver dans l'avenir que nous projetons. Et afin de se détourner de cette temporalité, l'homme cherche un divertissement. Et le divertissement, pour Pascal, c'est un moyen de faire diversion, de se détourner de ce que l'homme est, de sa condition d'être mortel, d'être malheureux, qui ne se tient pas au temps présent. Et voilà, le cours du jour est terminé. J'espère qu'il t'a plu et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.